Nous avons construit les intégrales multiples. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des changements de variables dans les intégrales multiples. Commençons par un petit rappel sur les espaces probabilisés. Donc, je prends un espace probabilisé, donc oméga, avec une tribu f, une mesure grand P, telle que la mesure de oméga soit égale à 1. Je vais prendre un espace mesurable, E, muni d'une tribu E, et puis une variable aléatoire qui va de oméga dans E. Alors, je me permets de vous rappeler que x, la variable aléatoire, permet de définir une mesure de probabilité sur E. Et la mesure de la probabilité, je la définis comment? Je dis simplement, je calcule Px d'un ensemble A de l'attribut E curviligne. C'est quoi? C'est simplement la mesure grand P, avec double barre, de l'image réciproque par x de A. Et ça, donc, finalement, c'est quoi? C'est simplement la mesure image. On a transporté P au moyen de la variable aléatoire. Donc ça, c'est une situation qu'on connaît depuis le chapitre précédent. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'il dit finalement le théorème de transfert? Il dit que chaque fois que j'ai une fonction mesurable bornée h qui va de E dans R, eh bien, l'espérance de h de x, c'est-à-dire l'intégrale, c'est l'intégrale sur E de h par rapport à la mesure Px, la mesure transportée, la mesure image. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'intégrale sur oméga de h rond x, par rapport à la mesure P, la mesure de l'espace probabilisé, c'est égal à l'intégrale sur E, cette fois-ci, de h avec la mesure Px. Bon. Alors, là, à ce stade, si au lieu de prendre un espace probabilisé, je prends un espace RD, l'ensemble RD, avec les boréliens ou le tribut de Lebesgue même, de RD, avec la mesure de Lebesgue, et si je prends comme espace E, RD également avec l'attribut de Lebesgue, eh bien, je vais avoir finalement une application X, je peux prendre une application X, qui va être une fonction borélienne bijective, eh bien, je vais pouvoir définir une nouvelle mesure. Alors là, ça n'est pas une mesure de probabilité, puisque je n'ai pas pris des espaces probabilisés. La mesure de oméga, ce n'est pas forcément 1, c'est même certainement pas 1. Eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais définir quand même une nouvelle mesure, et cette nouvelle mesure, on pense qu'on aimerait avoir quelque chose qui ressemble au théorème de transfert. Alors, quelque chose qui ressemble au théorème de transfert, c'est quoi? C'est le fait de dire que l'intégrale de h rond x par rapport à la mesure de Lebesgue de RD, eh bien, ça va être pareil que l'intégrale sur RD, non plus de h rond x, mais de h, mais cette fois-ci, je vais transporter la mesure par x. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais avoir, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est regarder deux cas. Le premier cas, qui est le cas où x est linéaire, où on va presque tout faire, et puis le cas d'un difféomorphisme, C1, où là on va essentiellement comprendre pourquoi le résultat est vrai, sans le démontrer, et la démonstration, on la donnera dans les notes de cours. Bon. Au lieu d'appeler grand X la fonction, je vais l'appeler phi. Donc, je prends une application phi bijective de RD dans RD, et je vais définir donc une nouvelle mesure. Et cette nouvelle mesure, c'est quoi? Ça va être la mesure de Lebesgue rond phi moins 1. Bon, alors, comme je l'ai dit, on va faire deux cas. Premier cas, phi linéaire. Alors, allons-y. Je vais regarder donc un changement de variable linéaire, en fait. Ce que je fais, c'est un changement de variable. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Finalement, un changement de variable linéaire, c'est dire, j'ai une application qui est linéaire bijective de RD dans RD. Une application linéaire bijective de RD dans RD, c'est représenté par une matrice M. Je peux même dire que la matrice est inversible, puisque l'application est bijective, et l'application réciproque, ce sera l'application qui va de RD dans RD, qui est représentée par la matrice M inverse, M-1. Bon. Alors, si je prends un vecteur de RD, U, eh bien, je peux définir la translation de vecteur U simplement en disant que TU appliqué à X, c'est U plus X. Bon. Alors, regardez ce qui se passe si je prends un borélien et que je fais nu rond TU de A. Alors, nu rond TU de A, c'est nu, je rappelle que c'est la mesure de Lebesgue transportée par phi. Donc c'est
lambda D, hein, c'est en dimension D, rond phi moins 1, rond TU, hein, mais bon, par associativité de la composition, ça me fait donc lambda D rond phi moins 1, rond TU, donc appliqué à A. Alors, vous remarquez tout de suite que si je regarde phi moins 1 rond TU d'un point, bah, c'est m-1 de x plus u, donc m-1 de x plus m-1 de u, donc c'est t, la translation, mais avec m-1 de u, rond phi moins 1 de x. Hein, donc ce que je suis en train de dire du coup, c'est que ce qui est écrit ici, lambda d rond phi moins 1 tu, c'est à la place de phi moins 1 de tu, je peux mettre t m-1 de u rond phi moins 1. Hein, c'est ça que je peux écrire à la place. Bon, je l'écris. Bon, et puis encore une fois, par associativité de la composition, donc je repasse de l'autre côté. Mais vous le savez, la mesure de Lebesgue a une propriété très intéressante, c'est d'être invariante par translation. Donc c'est lambda d rond phi moins 1 de a. Bah oui, mais lambda d rond phi moins 1 de a, il se trouve que c'est nu de a. Donc nu est également invariante par translation. Par ailleurs, si je regarde nu, enfin phi moins 1, c'est une application linéaire continue, donc elle est bornée. Donc si je regarde phi moins 1 du cube unité, eh bien c'est borné. Et donc ça va être inférieur à l'infini, hein, donc, par définition. Enfin, la mesure va être inférieure à l'infini, hein, puisque c'est une mesure de Lebesgue, elle ne peut pas être égale à plus l'infini si je mesure quelque chose de borné. Et puis en plus, phi moins 1 du cube unité, c'est un ouvert non vide. Donc la mesure par la mesure de Lebesgue, lambda d, hein, parfois on oublie de mettre le d, c'est c'est donc quelque chose qui est strictement positif. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que la mesure du cube unité par nu, ça va être quelque chose qui va être strictement compris entre 0 et plus l'infini. Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça veut dire qu'il existe un cas tel que nu soit égal à k fois la mesure de Lebesgue. Dit autrement, quand on a les deux propriétés suivantes qui sont l'invariance par translation et le fait que le cube unité n'a pas une mesure strictement positive et strictement inférieure à plus l'infini, eh bien on a une mesure de probabilité qui est proportionnelle à la mesure de Lebesgue. Quand je dis proportionnel, c'est le cas, il est constant. Alors, il dépend de phi, bien sûr, hein, il dépend de l'application phi, mais il est constant quel que soit le point de l'espace. Donc, on a simplement pris la mesure de Lebesgue et puis on l'a multiplié par un nombre réel. Ce nombre réel, hein, c'est 1 sur la mesure du cube unité. Bon, je vais tout de suite vous donner un exemple dans le cas de la dimension 2. Alors, dans le cas de la dimension 2, enfin, donner un exemple et puis essayer de comprendre un peu plus ce cas. Hein. Dans le cas de la dimension 2, si je prends donc les vecteurs de la base canonique, 1 et 2, ils vont s'envoyer par la matrice M, par phi, sur phi de 1, phi de 2. Bon. Donc, j'ai un cube unité, donc en l'occurrence un carré unité en dimension 2, qui va s'envoyer sur cette zone-là à droite. Et vous remarquez la chose suivante, hein, c'est que donc on part de 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, et donc on va arriver sur 0, 0, AC, A plus B, C plus D, et BD. Bon. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai C à gauche, l'image de C à droite, et l'image de C, hein, dont la mesure est 1, va être lambda de phi de C, qui va être la valeur absolue de AD moins BC, c'est-à-dire la valeur absolue du déterminant de la matrice M. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais phi, hein, lorsque je prends ma mesure et que je la transporte par phi, comme j'ai déformé mon cube unité, là où j'avais essentiellement, pour faire simple, 1 cm² d'une certaine manière, je vais avoir un peu plus ou un peu moins, ou peut-être la même chose d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, je vais multiplier par une constante. Voilà. Et donc, cette constante, elle va forcément apparaître dans la nouvelle mesure. Hein, c'est-à-dire que finalement, cette mesure de départ, je l'ai déformée en déformant mon espace, hein, ma mesure, et donc je multiplie par un nombre k. Bon. Et en fait, si je ne suis pas en dimension 2, mais que je suis en dimension D, eh ben c'est pareil, hein, en dimension 3, ça va être le déterminant, donc ça va nous donner le volume de ce qu'on obtient par l'application phi, hein, du cube unité, mais en dimension D, c'est pareil, ça va être 1 sur
le déterminant de m en valeur absolue. Et du coup, ce qu'on va obtenir comme situation, c'est que l'intégrale sur RD de h rond phi d de lambda, donc qui est la mesure de Begg, ça va être l'intégrale sur h de d nu, la nouvelle mesure, la mesure transportée, mais ça, du coup, ça va être 1 sur le déterminant de m en valeur absolue, fois la mesure de Lebesgue. Donc voilà ce qu'on obtient. Si je suis dans le cas linéaire, qu'est-ce qu'on a? Ma proposition, lorsque j'ai une application phi qui va de RD dans RD, qui est linéaire et bijective, eh bien j'ai la formule suivante, pour une fonction f qui est intégrable sur RD. Eh bien, si je regarde l'intégrale de f de y par rapport à la mesure de Lebesgue, et sur RD, ce sera pareil que l'intégrale sur RD de f de phi de x, mais il faut que je multiplie par le déterminant de cette application linéaire dont je prends la valeur absolue. Et si je prends un borélien, donc autrement dit je multiplie par la fonction indicatrice de A, un borélien A, eh bien l'intégrale de f de y sur lambda, par rapport à la mesure de Lebesgue, par rapport à y, sur l'ensemble phi de A, eh bien c'est pareil que l'intégrale sur A de f de phi de x, valeur absolue de déterminant de phi, fois avec la mesure de Lebesgue en dx. Voilà. Alors, je donne tout de suite un exemple. Si je veux calculer l'intégrale sur le disque de centre 0 et de rayon 1 de y1 carré plus y2 au carré, avec la mesure de Lebesgue, eh bien, je peux appliquer le théorème que l'on vient de voir. Donc, l'application f, ça va être l'application qui a x1, x2 fait correspondre x1 carré plus x2 carré. L'application phi, c'est l'application qui va de B, du disque centré en 0 de rayon 1,5 dans le disque centré en 0 et de rayon 1, donc c'est une boule unité en dimension 2. Donc qui est x1, x2 fait correspondre 2x1 et 2x2. Et là, simplement la matrice correspondante, donc c'est 2, 0, 0, 2, donc le déterminant est 4. Et donc ça va être égal à 2x1 carré plus 2x2 carré. Mon déterminant, la valeur absolue du déterminant de phi, donc 4, avec la mesure de Lebesgue qui apparaît ici. Voilà, donc ça, voilà comment on fait pour faire un changement de variable linéaire. Maintenant, regardons ce qui se passe si, au lieu d'avoir un changement de variable linéaire, on a un changement de variable par un difféomorphisme C1. Alors, je rappelle qu'un difféomorphisme C1, c'est une application bijective C1, dont l'image réciproque phi-1 est également C1, dérivable et de dérivée continue. Alors, je vous rappelle également qu'on peut faire le développement limité de l'application phi au voisinage du point x1, x2, xd. Donc, comment je fais ça? Je prends un vecteur, h1 jusqu'à hd, réputé petit, enfin c'est pas qu'il est petit, c'est que le reste va dépendre de h1 hd. Donc si on veut que le reste soit petit, lui, il faudra que h1 hd le soit. Donc je fais phi de x1 plus h1 jusqu'à xd plus hd, ça va être phi évalué au point x1, xd, donc un vecteur de rd, plus une matrice. Alors cette matrice, c'est d phi de x1, xd, c'est la matrice qui est ici. C'est une matrice qu'on appelle souvent la matrice jacobienne, donc c'est la dérivée de phi1 par rapport à x1. Sur la première ligne, ça va jusqu'à la dérivée de phi1 par rapport à xd. Et sur la dernière ligne, c'est la dérivée de phi d par rapport à x1 jusqu'à la dérivée de phi d par rapport à xd. Bon. Donc ça, c'est cette matrice. Et cette matrice, on l'a calculée en x1, xd, on la multiplie par le vecteur h1, hd. Donc le résultat du produit de la matrice par le vecteur, c'est un vecteur, un élément de RD, ce qui est normal puisque c'est l'espèce d'arrivée. Et un reste, le reste c'est quoi? C'est un petit taux de la norme de H1 jusqu'à HD. C'est pour ça que je dis que les HI, on a plutôt envie de prendre des HI tels que la norme soit petite, puisqu'on va avoir un reste en petit taux de la norme de ce vecteur. Bon, on prend la norme euclidienne par exemple. Alors, donc une fois qu'on a écrit ce développement limité, ce que ça veut dire, c'est que localement, si on est très proche du point x1, xd, on va se comporter comme une application linéaire. C'est le principe du développement limité. Limité, on dit, localement, quand je regarde ce qui se passe localement, ça ressemble à un polynôme du degré de l'ordre du développement limité. Bon. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va du coup
avoir quelque chose qui va jouer le rôle du déterminant de M tout à l'heure. Ça va s'appeler le jacobien. Alors donnons tout de suite la définition. Je prends U et V, deux ouverts non vides de RD, un difféomorphisme de U non V de classe C1 et un point de U. Eh bien, on va appeler jacobien de phi en X. Donc X, c'est, je rappelle, un X1, XD. Le nombre réel qui est le déterminant de la matrice dont on vient de donner l'expression, de la matrice D phi évaluée en X. Je donne tout de suite un exemple. Pour D égale 2, si je prends U égale 0,1 croix 0,2 pi, et V qui est égal au disque centré en 0 de rayon 1, eh bien, l'application phi définie de U dans V par phi de Rθ égale R cosinus θ, R sinus θ, aura comme matrice jacobienne d phi cosinus phi moins cosinus θ moins R sinus θ, R cosinus θ. Et donc, quand on calcule le déterminant, on a donc la valeur absolue on a R, dont la valeur absolue, d'ailleurs, quand on prend la valeur absolue, ce sera forcément R, puisque R est positif. Donc, bon, là, vous remarquez, évidemment, vous connaissez bien ce type de changement de variable. Je suis en train de passer en coordonnées polaires, donc ce sont des choses que vous connaissez bien. Bon, donc voilà pour la définition du jacobien. Et bien maintenant, on va donner la proposition du changement de variable pour un changement de variable par une fonction d'un difféomorphisme de classe C1. Donc je prends U et V, deux ouverts non vides de RD, phi, une application qui va de U dans V, qui est un difféomorphisme C1, F, une application borélienne sur U, alors F est intégrable sur V, si et seulement si F rond phi fois le jacobien est intégrable sur U, et dans ce cas, on va avoir l'intégrale sur V de F de Y fois, avec la mesure, donc là, la mesure de Lebesgue dy, qui va être égale à l'intégrale sur U de F de phi de X multiplié par la valeur absolue du jacobien avec la mesure de Lebesgue et l'intégration par rapport à x. Donnons tout de suite un exemple. Alors, l'exemple est le suivant. Je vais essayer de calculer l'intégrale sur le disque centré en 0, 0 de rayon 1 de exponentielle x1 carré plus x2 carré. Voilà, je vais essayer de calculer ça. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire le changement de variable. Donc, le changement de variable, donc, ma fonction f, donc, elle est clairement indiquée. C'est x1, x2 d'un exponentielle de x1 carré plus x2 carré. Et puis, l'application phi, c'est l'application phi de tout à l'heure, qui à Rθ fait correspondre R cosinus θ, R sinus θ. Bon, eh bien, vous voyez bien pourquoi dans le membre de droite, j'ai écrit exponentielle R carré fois R avec la mesure de Lebesgue, avec dr dθ. Parce que exponentielle R carré, c'est simplement x1 carré plus x2 carré, c'est R cosinus θ au carré plus R sinus θ au carré. Vous savez que cosinus carré plus sinus carré, c'est 1, donc pas de difficulté de ce côté-là. Et puis, mon jacobien, on l'a dit tout à l'heure, c'est R. Donc la valeur absolue de R, c'est R. Et donc, j'ai bien effectivement cette égalité. Bon, puis une fois qu'on a ça, après, on sait calculer l'intégrale, puisque du coup, on va faire justement Fubini, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc, je fais sortir le R. Du coup, effectivement, je fais le calcul. 1,5 de exponent de E moins 1. J'intègre par rapport à θ. Bon, c'est une constante par rapport à θ, donc ça va pas être très difficile à intégrer. Et j'obtiens finalement le résultat qui est pi fois E moins 1. Voilà. Voilà essentiellement ce qui s'est passé. Bon, alors voilà donc pour la proposition et puis pour un exemple d'application. Dans cet exemple, je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe. Donc on a d'un côté, on a U et on a V. Alors regardez ce qu'on a. Ici, on a un rectangle, le rectangle U, donc c'est 0,1 croix 0,2 pi, ouvert d'ailleurs. Et puis à droite, on a V qui est le disque centré en 0,0 de rayon 1. L'application phi qui va de l'un à l'autre. Bon. Vous remarquez au passage que la ligne, le segment qui est en 1, donc qui n'est pas dans le rectangle, correspond au bord du disque, le cercle donc, centré en 0,0 de rayon 1, qui n'est pas non plus dans V. Alors, regardez la chose suivante. Si je prends des points qui sont dans la zone en rouge, dans U. Ils correspondent par le difféomorphisme à cet anneau qui est sur V. Bon. Si je prends une bande dans mon rectangle en vert, ça va correspondre
à l'anneau qui est en vert dans V. Alors, vous remarquez une chose, c'est que dans U, si je mesure avec la mesure de Lebesgue dans U, les deux rectangles auront exactement la même mesure. Alors que dans V, pas du tout, puisque les points qui sont en vert sont beaucoup plus proches de l'origine, et donc, on a besoin d'avoir fait beaucoup de calculs d'air au primaire pour se rendre compte que, c'est soit d'ailleurs graphiquement, qu'il y a moins de... on a envie de dire que l'air de la surface est plus petite en vert qu'en rouge. Hein. Autrement dit, autant quand on mesure avec la mesure de Lebesgue les ensembles vert et rouge dans U, on va trouver la même chose, autant avec la mesure de Lebesgue pour l'ensemble V, on n'aura pas la même chose. Hein, parce que la mesure de Lebesgue, c'est ce qui généralise l'air qu'on connaît bien. Bon. Donc, ce qu'on est en train de dire, du coup, c'est que on doit avoir un facteur de correction. Hein. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le jacobien doit pondérer la mesure de Lebesgue utilisée sur U pour nous donner une nouvelle mesure applicable à V. Et bien sûr, cette nouvelle mesure, plus on est près du centre du disque, plus la pondération doit être petite. Et plus on est loin du centre du disque, plus elle doit être plus grande. Bon, ça, c'est exactement R. Je voudrais faire un lien avec le changement de variable que vous connaissez dans Riemann, et puis on terminera d'ailleurs cette vidéo là-dessus. Bon, le changement de variable, vous connaissez déjà, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est nouveau, bon, en général plutôt pour des intégrales simples, mais est-ce que ça se généralise finalement à ce qu'on vient de faire? Souvenez-vous, alors là je prends une fonction strictement croissante, bon, on peut avoir ou strictement décroissante, on a évidemment des cas où on n'est pas obligé d'avoir exactement ça, mais enfin, on va se placer dans ce cas-là pour être cohérent avec notre difféomorphisme C1. Donc je prends une fonction strictement monotone de AB, non, phi de AB, enfin, phi de A, phi de B ou phi de B, phi de A, hein, selon qu'on est croissant ou décroissant, et la formule de changement de variable, hein, vous la connaissez bien, c'est celle qui est indiquée ici. Certains d'ailleurs écrivent les choses de la manière suivante, hein, j'ai Y qui est égal à phi de X, donc là où j'ai A, je vais avoir, enfin là où Y égale A, eh bien, je vais avoir phi de A, hein, enfin où X égale A, je vais avoir voilà, une correspondance. Et puis, comme on a Y égale phi de X, des gens écrivent même D de Y sur dx et phi prime de X, et puis on se permet même d'écrire des choses du type dy égale phi prime de X dx, donc on va du coup remplacer dy par phi prime de X dx, on a la formule qui est là. Bon, donc ça c'est le changement de variable que vous connaissez, hein, je veux dire, c'est pas des choses nouvelles. Bon, comment est-ce que ça c'est la même chose, enfin, est-ce que ça correspond à ce qu'on vient de voir? Alors, regardons en dimension 1, hein, si phi est strictement décroissant, alors si phi est strictement croissant, déjà, première chose, quelque part, phi prime c'est la jacobienne en dimension 1, hein, donc il ne se passe pas grand-chose, c'est exactement la formule qu'on vous a donnée. Bon. À l'instant, hein, c'est une formule changement de variable, pas de difficulté. Si phi est strictement décroissante, je vais avoir phi de B qui va être plus petit que phi de A, et il est d'usage, du coup, hein, vous savez, quand vous avez l'intégrale entre phi de A et phi de B, hein, si vous avez en général, on n'écrit pas l'intégrale entre 3 et 2, on écrit l'intégrale entre 2 et 3, et si on a l'intégrale entre 3 et 2, on permute les deux, on met un signe moins devant. Hein. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. Quand on a une fonction phi qui est décroissante, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir phi de B qui va être plus petit que phi de A, donc on les permute et on multiplie par moins 1. Oui, mais multiplier par moins 1, ça correspond finalement à remplacer phi prime de X par moins phi prime de X. Hein. Et si phi est décroissant, ce qu'on dit, c'est que phi prime était négative. Hein, donc du coup, moins phi prime est positive, et moins phi prime, c'est donc la valeur absolue de phi, c'est-à-dire le jacobien. Voyez, donc on est exactement dans la situation où on retrouve la proposition précédente pour D égale 1.